on est reparti pour des troubles. Et des troubles, eh bien, il y en a. Il y a donc des troubles de subsistance gigantesques, de plus en plus gigantesques. Le mouvement populaire réclame le droit aux subsistances et il formule la chose de la manière suivante. Il réclame le droit à l'existence, comme le premier des droits de l'homme, contre cette liberté économique qui, effectivement, les faisait mourir de faim. Robespierre est intervenu dans les débats qu'il y a eu pendant la période révolutionnaire à différents niveaux, contre la loi martiale, contre la liberté illimitée du commerce des grains. Il est intervenu sans arrêt, parce qu'il avait compris la chose. Il a toujours été à l'écoute du mouvement populaire, qui était bruyant d'ailleurs. Il suffisait de l'écouter. Mais il y en a qui ne l'écoutent pas. Nous le savons, ça, toutes les époques connaissent. Et il a soutenu le programme économique alternatif qui a été mis en place par le mouvement populaire. Il s'en est véritablement inspiré et il y a donc une véritable critique de l'économie politique. Vous allez voir les concepts que Robespierre a définis. Il a commencé, Robespierre, par redéfinir le droit de propriété et il sépare les produits de luxe et les denrées de première nécessité. Il donne aux denrées de première nécessité, écoutez bien, vous êtes assis une fois de plus, tant mieux, un caractère de propriété commune à la société entière. Propriété commune à la société entière. Il y a un caractère dans les denrées de première nécessité qui est commun, propriété commune à la société tout entière et qui doit être protégé contre toutes les formes de spéculation par les lois. Alors la notion est très intéressante. Elle est évidemment socialiste, évidemment. Mais nous pouvons en discuter, bien sûr. Et elle interdit ce que les économistes voulaient mettre en place et qui n'était pas encore mis en place dans le Royaume de France, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui et que vous allez reconnaître tout de suite, le droit exclusif, le droit de propriété exclusif ou le droit exclusif de propriété comme vous voudrez, c'est pareil. C'est-à-dire que une fois qu'on est propriétaire d'un amas de grains ou de n'importe quoi, eh bien, on fait ce qu'on veut avec. On peut spéculer, le vendre quand on veut, ne pas le vendre, etc. Hein, voilà, c'est ça le droit de propriété exclusif. Alors, Robespierre a même forgé les termes d'économie politique populaire pour caractériser ce programme et par opposition à l'économie politique tyrannique. C'est vraiment tout à fait remarquable, c'est vraiment une conceptualisation extraordinaire. Alors pourquoi elle n'a pas été aperçue ça, c'est une autre histoire. Mais elle est bien là, elle est bien là. Alors je vais citer quelques extraits de textes de Robespierre qui vont expliciter encore mieux la chose. Alors c'est son discours du 2 décembre 1792 que vous avez. Et il explique le principe de fond. Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver, la vie, est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Toute spéculation mercantile que je fais aux dépens de la vie de mon semblable n'est point un trafic, c'est un brigandage et un fratricide. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'existence. Tous les autres sont subordonnés à celle-là. Voilà les principes de Robespierre. Alors pour Robespierre, la spéculation sur les denrées de première nécessité est un crime, comme vous le voyez, un crime contre les droits de l'homme, un crime contre le droit à l'existence humaine. Et ça, c'est vraiment remarquable. Et il propose une intelligente combinaison entre la part de la propriété individuelle, le travail du petit producteur par exemple, et la part de propriété commune à la société entière qui exige le contrôle des lois. Or, qui fait les lois ? Dans la République démocratique, la loi est le fruit de l'exercice de la souveraineté populaire effective. Hein, et on renvoie à ce que je viens de vous dire sur le marc d'argent, enfin sur la critique qu'il fait du marc d'argent et de la conception qu'il a de la souveraineté populaire, puisque ces choses s'emboîtent
les unes avec les autres. Et dans les projets de déclaration des droits de l'homme de Robespierre, qui a été adopté par les montagnards en 1793, je résume parce que c'est vraiment tout à fait remarquable, vous allez voir, c'est son projet de déclaration, avril 1793. Le but de l'association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l'homme et le développement de toutes ses facultés. Ah, c'est intéressant ça aussi. Les principaux droits de l'homme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence et la liberté. Mais vous savez ce que ça veut dire maintenant, la liberté en société, hein? L'égalité des droits est établie par la nature. La société, loin d'y porter atteinte, ne fait que la garantir contre l'abus de la force qui la rend illusoire. Alors on voit bien que c'est le droit de propriété exclusif qui est rendu impossible, ainsi que l'autonomie de l'économique. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une revendication des économistes de la liberté illimitée du commerce. Et l'autonomie de l'économique, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas que l'économique soit contrôlé par les lois, hein? Alors en l'an 2, cette politique a commencé d'être appliquée sous le nom de maximum général. Et le maximum général a permis d'établir un système de contrôle des prix, des salaires et des profits, d'une part, et ce maximum a été accompagné par la réalisation d'une réforme agraire gigantesque, qui a restitué le domaine des censives aux paysans qui travaillaient ces terres-là, la terre des censives aux paysans qui y travaillaient, donc. Et ce domaine des censives représentait environ la moitié des terres cultivées en France. C'est une réforme agraire considérable qui a évidemment été ce qu'il y a de plus important dans l'héritage de la Révolution. Tout le reste l'est bien évidemment, mais ça c'est resté. Aucun gouvernement aussi contre-révolutionnaire qu'il se soit prétendu n'a osé y toucher. Même Louis XVIII disait à ses ultras: « Messieurs, arrêtez-vous, calmez-vous, voulez-vous rallumer la jacquerie en France ?» Ils avaient eu 5 ans de jacquerie, Louis XVIII avait compris. Ce n'était pas la peine d'insister, on n'y touchera pas et on n'y a pas touché. Bon, voilà. Mais enfin, je veux dire rapidement que c'est quelque chose d'important. Je voudrais passer maintenant à un troisième point, qui est celui des relations entre les peuples. La guerre de conquête, pour commencer, et ensuite la question coloniale, pour terminer. Alors la guerre de conquête, en 1791-1792, nous sommes sous la législative et cette politique-là va précipiter, mais avec d'autres éléments, la guerre du blé, la guerre du blé dont je viens de parler, d'autres éléments, l'absence complète de démocratie, l'aristocratie de la richesse, etc., vont conduire à la révolution du 10 août 92. Mais la guerre a été aussi un de ces éléments qui ont conduit à cette révolution du 10 août 92 et au renversement de la monarchie en France. Alors comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est passé, ce prétexte de la guerre, il a été proposé par le petit groupe des Brissotins, qui seront les futurs Girondins plus tard, juste après la révolution du 10 août. Le petit groupe des Brissotins, qui est un peu inquiet parce qu'il voit le mouvement populaire de plus en plus effervescent et qui espère proposer une diversion. La diversion, ça va être la guerre de conquête, une guerre de conquête en Europe. Et le prétexte, ça va être d'aller aider les peuples étrangers, c'est-à-dire les Allemands, les Hollandais, les Belges, etc., à se libérer de leurs despotes. Alors voilà, on va s'ingérer dans les affaires de ces gens-là et on va présenter cela comme une croisade, la croisade de la liberté des peuples contre leurs despotes, qui va donner une bonne allure sympathique, etc. Et Brissot espère créer cette diversion pour pouvoir prendre le pouvoir, parce qu'on le sait quand même que déclarer la guerre, ça permet, une guerre importante, hein, ça permet bien sûr de prendre le pouvoir. Et à qui donc? À l'état-major. Alors justement, ce n'est pas les Brissotins qui avaient le pouvoir. À cette époque-là, c'était le roi. Et quand le roi entend ça, il se dit:
mais voilà qui est intéressant, je vais soutenir la proposition des Brissotins, de façon pas complètement ouverte, parce que c'est quand même pas possible de le faire, mais je voudrais que la déclaration de guerre se fasse, et à ce moment-là, c'est moi qui dirige la guerre, je serai à la tête de l'état-major, c'est dans la Constitution, et je pourrai faire la guerre comme je l'entends. Et c'est ça qui va se produire. Donc le roi va soutenir le projet de guerre, de bellicisme brissotin, et puis il va former même un gouvernement, enfin comment dire, oui, un gouvernement de quelques ministres brissotins pour 2 mois, le temps de déclarer la guerre. Hop, c'est fait, février 1792, et puis on continue, la guerre donc se met en place, et puis comme c'est le roi qui dirige l'état-major, il va demander à ses officiers de ne pas faire la guerre et de laisser rentrer les armées austro-prussiennes en France, traverser les frontières en France, et puis rétablir l'ancien régime. Ben voilà le projet. Et c'est ça qui va se produire. Donc le ministère brissotin est renvoyé, et il se plaint, bien sûr, mais il n'a pas le pouvoir, hein, il peut toujours se plaindre. Et puis la guerre, le projet de la monarchie commence à se réaliser. Et à ce moment-là, c'est les soldats qui vont commencer à prendre tous les coups que leurs officiers sont en train de tramer, puisque à la guerre, c'est comme ça que ça se passe. Les officiers ne veulent pas se battre, les soldats sont attaqués, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les soldats qui meurent. Hein. Bon, donc il y a des révoltes qui vont se faire au niveau de l'armée, et ces soldats vont informer leurs arrières, parce qu'ils sont en liaison avec leur commune d'origine, parce qu'il y a cette démocratie communale qui fonctionne, et c'est comme cela que en France, les Français vont être mis au courant de la trahison des officiers. Ils vont vite comprendre que la trahison vient du roi. La trahison de la monarchie est tout à fait claire et nette, et elle va conduire à la révolution du 10 août. Mais j'en reviens à Robespierre. Robespierre ne peut pas se laisser prendre par le piège de la croisade de la liberté. Il va la dénoncer dès le début. Elle commence en décembre 1791 et elle va se développer en janvier 92. Et Robespierre va intervenir sur cette question en long, en large, mais je ne retiens qu'une citation qui est extrêmement éclairante, puisque Robespierre rappelle les principes des droits des peuples. Il prend clairement position contre les politiques de conquête. Il rejoint le thème central de la cosmopolitique de la liberté que j'ai évoqué précédemment et qui a été élaboré à partir du XVIe siècle. Les peuples doivent respecter entre eux les droits de souveraineté de chacun et s'entraider. Mais s'entraider, ce n'est pas avec des armées étrangères que l'on s'entraide sans avoir demandé leur avis au peuple. Alors voilà ce qu'il dit en janvier 1792 au Club des Jacobins, contre Brissot, qui est devant lui. La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n'aime les missionnaires armés, et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c'est de les repousser comme des ennemis. Et puis il démonte tout le système que la monarchie est en train de mettre en place, parce qu'il a compris comment les choses allaient tourner, et c'est tout à fait intéressant. Alors voilà, je voulais rappeler cela comme position de principe, et j'en viens maintenant à la question coloniale. Alors les petits coloniales, ça aussi c'est un gros morceau, là excusez-moi, mais c'est quand même un gros morceau qui n'a pas été pris en compte dans l'historiographie de la Révolution française jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a deux décennies, hein. Ne nous y trompons pas. Et on peut remarquer que les historiens les plus progressistes, enfin les plus démocrates, les plus de gauche, hein, tout ça, vous regardez l'historiographie, c'est étonnant. À partir de quand on ne parle plus de ces questions? À partir de la fin du XIXe siècle, soit Troisième République. Tout au long du XXe siècle, pas un mot sur la question coloniale. C'est étonnant, tout à fait surprenant. Hein. Bon, maintenant, il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits, et voilà. Alors, voilà où on en est.
enfin rapidement, hein, parce que je vais très vite. Donc l'Ancien Régime avait formé un empire colonial en Amérique tardivement au XVIIe siècle, et il avait choisi les îles à sucre et à esclaves, qui étaient des véritables prisons, petite taille, et qui leur paraissaient plus commodes à cette époque. C'est pour ça que les puissances européennes se battaient pour avoir des Antilles, les îles des Antilles, hein, parce que c'est des véritables prisons pour les plantations esclavagistes, c'est très valorisé. La partie française de l'île de Saint-Domingue est devenue la partie principale de l'empire colonial du roi de France, et elle est devenue le premier producteur de sucre de la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à la révolution de Saint-Domingue à Haïti. Et les plantations sucrières assuraient aux planteurs et aux négociants négriers la possibilité de faire fortune en peu de temps. Fortune, véritablement. Toutefois, à partir de 1750, le système colonial esclavagiste connaît une crise profonde dont il ne va pas se remettre. Et c'est à cause de la fourniture du marché des captifs qui est situé en Afrique et qui résulte des razzias d'Africains qui sont capturés de sociétés libres. Ce sont des personnes libres, hein, bien sûr, de sociétés libres qui sont capturées dans des razzias et qui sont ensuite vendues et envoyées dans les différentes parties du monde où ce commerce fonctionnait. Alors, cette crise va entraîner dans la colonie française de Saint-Domingue une conséquence tout à fait particulière, qui est celle de la division de la classe des colons de Saint-Domingue. Car, voilà pourquoi, sous l'effet de la concurrence, il y a un parti de colons qui vont se dire du jour au lendemain blancs et qui vont discriminer les colons métissés, car les colons français se métissaient très largement, très facilement. Et à partir de ce moment-là, on va introduire le préjugé de couleur sous l'effet de la concurrence. Et pourquoi faire? Dans quel but? Pour obtenir les biens des colons métissés, surtout dans les sucres. Pourquoi? Parce que les Antilles ont des reliefs particulièrement montueux, et le sucre n'est bon que dans les plaines. Enfin, je suis obligé de rentrer dans les détails, mais c'est important. Et les plaines, il n'y en a pas beaucoup. Alors donc, les bonnes places sont peu nombreuses et chères. Alors, on va faire payer aux colons métissés cette concurrence, et ils vont, ce parti des colons blancs qui surgit tout d'un coup, et à la faveur de la Révolution de 1789, ce parti de colons blancs va chercher, parce qu'il n'était pas soutenu par la monarchie, va chercher le soutien de l'Assemblée constituante. Et il va l'obtenir. Et cette situation va diviser la société des colons de Saint-Domingue. Et elle va créer une guerre civile à l'intérieur de la classe des colons, les blancs contre les métissés. Hein. Et cette situation est observée par les esclaves avec intérêt, et ils comprennent, au bout d'1 an et demi de guerre civile, au sein de la classe dominante, que leur heure est devenue possible et qu'ils vont pouvoir lancer une insurrection qui va réussir parce que la classe dominante est désorganisée. Une partie ne va plus se battre pour protéger les biens de l'autre. Et donc l'insurrection des esclaves commence en août 1791 et elle va ouvrir un processus extrêmement important, qui est un tournant dans l'histoire de l'humanité, bien sûr. Pourquoi? Parce que la révolution de Saint-Domingue, Haïti, met l'abolition de l'esclavage à l'ordre du jour et met aussi une décolonisation à l'ordre du jour. Alors donc, c'est très important tous ces événements, et la société nouvelle de Saint-Domingue, dans l'état étonnant dans lequel elle peut se trouver, évidemment, parce que rien n'est simple comme vous pouvez l'imaginer, c'est tenter une alliance très audacieuse entre des libres de couleur qui sont en état de comprendre qu'ils peuvent faire ce saut, qui vont s'allier avec les esclaves insurgés pour créer un nouveau peuple. Et on va l'appeler ainsi. Ils vont s'appeler ainsi. Le nouveau peuple de Saint-Domingue. Ce n'est pas une expression des historiens, pas du tout. C'est une expression qui vient d'eux. Hein. Elle est tout à fait intéressante. Alors, l'Assemblée constituante a soutenu le parti des colons blancs. Et en mai 1791, il y a eu un grand débat sur les colonies.
et sur le parti, et avec le parti esclavagiste. Et comme le parti esclavagiste voyait qu'il était soutenu par l'Assemblée constituante, il s'est dit que c'était le moment d'attaquer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je développe ce point parce qu'il est extrêmement intéressant. Le député de la Martinique, Moreau de Saint-Méry, qui est un des grands théoriciens du préjugé de couleur et qui va préparer la théorie du racisme qui va se développer, le racisme moderne que nous connaissons encore aujourd'hui et qui est un produit de quoi donc ? Je le dis rapidement, mais enfin, je veux dire, ce sont des thèmes extrêmement intéressants, qui est le produit de l'abolition de l'esclavage. Hein. L'abolition de l'esclavage a entraîné une réaction de la part des colons et qui a été le racisme qui a déplacé le préjugé de couleur politique dans la race, dans quelque chose de biologique, une pure invention naturellement, et dans une soi-disant explication biologique. Et c'est très important, tout ceci. Alors, Moreau de Saint-Méry veut attaquer la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il va provoquer un débat terrible en réclamant que l'Assemblée constituante reconnaisse dans la Constitution l'esclavage dans les colonies, mais dans la Constitution française, de façon à ce que la loi française, maintenant, prenne parti pour le parti colonial. C'est clair. Et c'est à ce moment-là que Robespierre va réagir et répondre à Moreau de Saint-Méry et il va dénoncer tout le montage que Moreau de Saint-Méry est en train de faire dans un texte tout à fait intéressant. Est-ce que j'ai le temps de le lire ? Oui, tout le monde est d'accord. Je vote pour. C'est une intervention de Robespierre où il est en colère contre Moreau de Saint-Méry. On voit qu'il est très en colère et il va dire ce que, enfin, vraiment le fond de sa pensée, mais en même temps il est très percutant parce qu'il démonte ce que veut faire Moreau de Saint-Méry, c'est-à-dire obliger l'Assemblée constituante à se dédire du vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un exemple, je trouve, très intéressant de l'attaque du côté droit contre les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Écoutez-le. C'est un grand intérêt que la conservation de vos colonies, mais cet intérêt même est relatif à votre Constitution. Et l'intérêt suprême de la nation et des colonies elles-mêmes est que vous conserviez votre liberté et que vous ne renversiez pas de vos propres mains les bases de cette liberté. Et périssent vos colonies si vous les conservez à ce prix. Oui, s'il fallait ou perdre vos colonies, ou perdre votre bonheur, votre gloire, votre liberté, je répéterai, périssent vos colonies. Et nous voyons ici le côté gauche qui exprime un point de vue anticolonialiste, bien sûr anti-esclavagiste, bien sûr contre le préjugé de couleur, bien évidemment, et c'est Grégoire et Robespierre qui vont défendre ces positions-là dans l'Assemblée constituante. Ils savent qu'ils ont perdu, de toute façon, que l'Assemblée constituante soutient le parti colonial esclavagiste, mais ils le font quand même parce que il y a un moment important ici dans le débat qui est en train d'instruire les Français, les citoyens français, de ce qu'il se passe dans les colonies. Donc c'est un moment très très fort. Et je le prends ici parce que nous avons vraiment cette expression de périssent les colonies, qui est l'expression même des Lumières, qu'on retrouve chez Jaucourt, chez d'autres personnes, jusqu'à Las Casas. Mieux vaut détruire vos colonies ou que vous les perdiez, plutôt que de continuer à perpétuer vos crimes. C'est ça la notion de fond qui est exprimée ici, qui me paraît tout à fait intéressante. Mais je continue. Alors, l'Assemblée constituante a donc soutenu la politique du parti esclavagiste et du parti qui défend qui veut le préjugé de couleur. Hein. Et puis, au mois d'août 1791, parce que c'est la fin de l'Assemblée constituante, au mois d'août 1791, les esclaves de Saint-Domingue commencent leur insurrection, qui ne va plus s'arrêter jusqu'à l'indépendance d'Haïti en 1804.
Et cette grande insurrection des esclaves surprend tout le monde et elle rend la politique de l'Assemblée constituante complètement caduque, complètement dépassée, immédiatement, évidemment. Il ne s'agit plus de dire aux esclaves qu'on va les laisser en esclavage. Je veux dire, c'est trop tard, c'est terminé. Alors bon, donc il y a des tas de conséquences extrêmement graves, comme on peut l'imaginer. Et ce qu'il se passe, c'est que d'abord, la révolution des esclaves de Saint-Domingue va enflammer toute l'Amérique esclave. Toute l'Amérique esclave va être concernée par cette affaire et elle a les yeux fixés sur Saint-Domingue, sur l'insurrection des esclaves, d'une part. Et puis, le parti des colons et des colons blancs cherche l'appui d'une autre puissance parce qu'il a perdu la confiance dans l'Assemblée constituante, etc., puisque sa politique est caduque. Donc il faut qu'il trouve d'autres soutiens. Et les soutiens qu'il cherche, pour l'instant, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre va jouer un rôle extrêmement important dans toute cette histoire, bien évidemment, parce qu'il faut qu'elle attaque la Révolution française, il faut qu'elle attaque la Révolution de Saint-Domingue. Voilà un nouveau front qui va s'ouvrir. Et grâce au parti des colons blancs, qui représente, si vous voulez, ici, une partie de la contre-révolution la plus puissante, et qui est alliée avec des puissances extérieures, colonialistes et esclavagistes, qui veulent défendre à tout prix leur colonie en Amérique. Ceci dit, la Révolution continue en France. En avril 1792, l'Assemblée législative, qui a succédé à l'Assemblée constituante, est obligée de composer et elle doit envoyer une commission civile à Saint-Domingue. Et les deux personnes qui vont partir, Paul Verel et Sontona, sont des gens qui sont d'accord avec la Révolution de Saint-Domingue. Ça se trouve comme ça. C'est tout à fait intéressant et c'est ainsi. Et alors, ce sont eux, Paul Verel et Sontona, qui vont arriver à Saint-Domingue à partir du mois de septembre 1792 et qui vont s'allier tout simplement avec les gens, les révolutionnaires de Saint-Domingue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Provoquer? Certainement pas, mais aider, tout simplement, aider par leur présence. Aider par leur présence comme représentants du gouvernement français le mouvement révolutionnaire de Saint-Domingue. C'est tout à fait intéressant. Et c'est ainsi qu'ils vont parvenir à faire deux choses, enfin à le faire connaître, parce qu'il faut le faire connaître, c'est surtout cela qui est important. Premièrement, l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, en août 1793, et puis l'élection d'une députation de l'égalité de l'épiderme, qui est organisée à Saint-Domingue. Le nouveau peuple de Saint-Domingue vote, les esclaves, les ci-devant esclaves votent, oui, 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 c'est tout à fait intéressant. Les procès-verbaux sont là, en font foi, le prouvent, ils votent, ils élisent leurs députés. Et ils élisent des députés pour quoi faire? Pour aller le dire au monde entier, pour aller le dire à la Convention en France, en espérant que la Convention va être révolutionnaire, va les soutenir. Voilà. Alors, cette députation de l'égalité de l'épiderme, qui est absolument extraordinaire, avec ce drapeau vivant de l'égalité de l'épiderme, il y a un ancien esclave, Bellet, un métis, Mills, et un blanc allié à la Révolution de Saint-Domingue, Dufay, qui vont être élus, les trois plus de voix, et ils vont partir en France. Ils vont atteindre la France en janvier 1794, non sans difficulté, parce que le parti colonial veut absolument les éliminer. Il ne faut pas qu'ils arrivent en France. Ils y arrivent quand même. Et à ce moment-là, la Convention montagnarde va soutenir la demande de la députation de Saint-Domingue. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande deux choses. Le soutien politique de la Révolution française, de la République française, et deuxièmement, des armes. Ils ont besoin d'armes. Ils ne veulent pas de soldats, ils le disent très clairement. On n'a pas de soldats, ça va, nous on a ce qu'il faut, mais on n'a pas d'armes, on veut cela. Et le 16 Pluviose 4 février 94, la Convention montagnarde vote l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Mais ça ne reste pas sur le papier. Une expédition est envoyée en avril 1794 et elle va atteindre Saint-Domingue, donner des armes, et ensuite elle va passer à la Guadeloupe, en Guyane et à Sainte-Lucie, où elle va aider les insurrections d'esclaves sur place à abolir l'esclavage et à ouvrir un processus plus large, élargi, de ce grand mouvement. Alors j'arrête le récit ici et je reprends les nouvelles relations entre les peuples proposées par la montagne. Je vais terminer là-dessus.
Je vous ai parlé de cette cosmopolitique de la liberté qui s'était développée depuis le XVIe siècle. Les montagnards ont également jeté les bases d'une cosmopolitique de la liberté dans leurs textes constitutionnels et dans leurs pratiques. Robespierre et Saint-Just avaient travaillé ensemble au projet de déclaration des droits de l'homme en 1793 et au projet de constitution. Robespierre avait travaillé sur le projet de déclaration des droits de l'homme et Saint-Just sur le projet de constitution. Alors ces projets ont été adoptés donc par les Jacobins en avril 1793 et dans quelques-unes des parties de la Constitution de 1793, mais pas l'ensemble. Je commence par les devoirs de fraternité et d'hospitalité. Voici ce que dit Robespierre à propos du projet. Le comité de constitution précédent, il en fait la critique, a encore absolument oublié de rappeler les devoirs de fraternité qui unissent tous les hommes et toutes les nations et leur droit à une mutuelle assistance. Il paraît avoir ignoré les bases de l'éternelle alliance des peuples contre les tyrans. On dirait que votre déclaration a été faite pour un troupeau de créatures humaines parquées sur un coin du globe, et non pour l'immense famille à laquelle la nature a donné la terre pour domaine et pour séjour. Je vous propose de remplir cette grande lacune par les articles suivants. Ils ne peuvent que vous concilier l'estime des peuples. Il est vrai qu'ils peuvent avoir l'inconvénient de vous brouiller sans retour avec les rois. J'avoue que cet inconvénient ne m'effraie pas. Il n'effraiera pas ceux qui ne veulent pas se réconcilier avec eux. Article 1. Les hommes de tous les pays sont frères et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir comme les citoyens du même État. Celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi de toutes. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des brigands rebelles. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers, qui est la nature. Et nous retrouvons ici les trois dimensions du droit qui avaient déjà été pensées au XVIe siècle et qui doivent s'harmoniser entre eux, les droits individuels, les droits des peuples et les droits de l'humanité tout entière, pour se protéger et instruire les citoyens que la terre entière est bien le séjour des différents peuples. La conquête, l'ingérence sous toutes ses formes, sont des crimes contre les droits de l'humanité. Saint-Just va préciser le droit d'hospitalité dans son projet de constitution. Le peuple français se déclare l'ami de tous les peuples. Il respectera religieusement les traités et les pavillons. Il offre asile dans ses ports à tous les vaisseaux du monde. Il offre un asile aux grands hommes, aux vertus malheureuses de tous les pays. Les étrangers et leurs usages seront respectés dans son sein. La République française refuse asile aux homicides et aux tyrans. Et puis, le Français établi en pays étranger, l'étranger établi en France peuvent hériter et acquérir, mais ils ne peuvent point aliéner. Alors, hospitalité et droit d'asile sont des aides et des invitations. Et puis l'article qui refuse que les étrangers viennent acheter et vendre en France, et la réciproque pour les Français à l'étranger, est très intéressant. Il est clair qu'il apparaîtra comme une hérésie aux mondialistes actuels qui imposent le libre-échange, c'est certain. Mais cet article révèle plutôt la conscience que ces montagnards avaient des dangers de l'impérialisme sous toutes ses formes, dont celle de s'établir chez un peuple étranger et d'y introduire son système de commerce. Au XVIIIe siècle, on connaissait déjà ces formes d'échange inégal et de pillage. Alors j'ai pu indiquer rapidement que ces principes ne sont pas restés sur le papier et qu'ils ont été mis en pratique dans la fin de la guerre de conquête comme principe et dans le processus de décolonisation entamé avec les colonies esclavagistes. Et je termine en soulignant que cette défense de la souveraineté des peuples et l'objectif d'une alliance entre eux contre les formes diverses de domination ne relève ni d'un nationalisme ni d'une autarcie économique, mais bien d'une cosmopolitique de la liberté commune au peuple. Le terme cosmopolitique
a d'ailleurs été remplacé au XIXe siècle par celui d'internationalisme. On peut également comprendre cette cosmopolitique comme un internationalisme pour défendre la cause commune des peuples souverains. Bon, voilà ce que je voulais rappeler autour de cet enjeu de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et de la conception de la République que pouvait avoir Robespierre. Voilà, j'étais un petit peu longue, je crois, mais enfin, je vous remercie.